Papa a souri d'un air narquois. Nous l'avons vendu pour 850 000 $. J'ai hurlé. C'est à moi. Il m'a giflé. Obéis à tes parents. 24 heures plus tard. 50 appels manqués. Maman sanglotait. La police est là. J'ai chuchoté, profitez bien de la prison. J'ai 35 ans, mais chaque fois que je me tiens sur le précipice de la péninsule olympique, fixant les eaux grises et agitées de l'océan Pacifique, je me sens hors du temps. Je m'appelle Morgane. Je suis chercheuse en biologie marine, une scientifique qui étudie comment l'océan dévore la Terre, grain de sable après grain de sable. Mais si vous posiez la question à ma famille, ils vous diraient que je ne suis que la fille têtue qui refuse de grandir. Pour eux, je suis une variable dans une équation qui ne s'équilibre jamais tout à fait, une ligne rouge dans leur registre des attentes sociales. La maison derrière moi n'est pas un manoir. C'est une structure en cèdre usée par le temps qui sent les embruns, les vieux livres de poche et la laine humide. Elle se dresse sur une crête bordant le parc national, entourée d'épinettes centenaires d'où pend de la mousse comme les barbes de vieux sorciers. Pour un promoteur, ce terrain est une mine d'or qui n'attend qu'à être dépouillée, aseptisée et vendue au plus offrant. Pour moi, c'est le seul endroit au monde où je me suis jamais senti en sécurité. Mes grands-parents, Arthur et June, me l'ont légué spécifiquement à moi. Ils ont contourné mon père, Conrad, et ma mère, Béatrice, pour une raison précise. Ils savaient que mes parents voyaient la terre comme une liquidité, pas comme un héritage. Je me souviens du matin où je préparais mes bagages pour ma mission de 18 mois dans le Maine. Le brouillard était épais, enveloppant la maison comme une couverture protectrice, obscurcissant la lisière des arbres. J'étais en bas, près des bassins de marée, vérifiant les niveaux d'eau une dernière fois. Mon grand-père m'emmenait ici quand j'avais 7 ans. Il pointait du doigt les anémones accrochées aux rochers glissants et disait « Morgane, regarde comment elles tiennent bon. L'océan essaie de les écraser 12 heures par jour, et pourtant elles tiennent bon. » Il m'a appris que l'océan donne, mais qu'il reprend aussi. Il faut respecter la limite. Je me tenais là, laissant la brume froide se poser sur mon visage, me rappelant le jour de la mort de grand-père Arthur. Il avait saisi ma main avec une force surprenante pour un homme mourant. Il m'avait attiré près de lui, la voix rauque. « Ne les laisse pas la voir, Morgane, » avait-il chuchoté. « Ton père il ne comprend pas la terre. Il ne comprend que le marché. Promets-moi. Ne les laisse pas transformer cela en argent liquide. » Je le promets, avais-je dit, les larmes coulant sur mon visage. Et je le pensais vraiment. Mon téléphone a vibré dans la poche profonde de mon imperméable lourd, me tirant de mes souvenirs. J'ai essuyé mes mains mouillées et couvertes de sable sur ma chemise de flanelle et j'ai vérifié l'écran. C'était ma mère. Le SMS disait « Nous sommes à 5 minutes ». Il n'y avait pas de point d'interrogation, on ne me demandait pas si c'était le bon moment, juste une notification d'arrivée, comme une alerte météo pour une tempête imminente. J'ai soupiré, le son se perdant dans le fracas des vagues. Je n'étais pas prête pour eux. Je n'étais jamais prête pour eux. Être le mouton noir de la famille signifiait que je n'étais utile que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose ou lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un à blâmer pour leurs propres échecs. J'ai remonté le sentier boueux vers la maison, mes bottes s'enfonçant dans la terre humide, me préparant mentalement à la conversation à venir. Je me suis arrêté dans le vestibule pour retirer mes bottes, le caoutchouc frappant lourdement les planches du sol. J'ai vérifié mon reflet dans le miroir du couloir, pas de maquillage, un chignon décoiffé, des vêtements pratiques couverts de limon. Ma sœur, Paige, s'en donnerait à cœur joie. Elle traitait chaque réunion de famille comme une séance photo pour un magazine de décoration que personne ne lisait. Je suis entré dans la cuisine et j'ai mis la bouilloire en marche. La maison était calme, habitée seulement par le tic-tac de l'horloge comptoise dans le couloir et le sifflement lointain du vent. J'ai regardé la photo encadrée de mes grands-parents sur la cheminée. « Donnez-moi de la force », ai-je chuchoté à la pièce vide. J'avais le sentiment désagréable que cette visite n'était pas qu'une simple visite de courtoisie. Ils savaient que je partais pour 1 an et demi. Ils savaient que la maison serait vide. Et mon père, Conrad, était comme un requin, il pouvait sentir le sang dans l'eau à des kilomètres à la ronde. Je les ai entendus avant de les voir. Le moteur de la berline de luxe de mon père a gémi alors qu'elle peinait à monter l'allée escarpée de gravier. C'était une voiture faite pour le bitume lisse de la ville et les services de voituriers, pas pour la côte sauvage et défoncée de Washington. Elle s'est garée à côté de ma Subaru délabrée, brillant comme un scarabée noir et lisse sur le fond de forêt sauvage et indomptée. Mon père,
Conrad, est sorti le premier. C'était un homme de grande taille, âgé de 65 ans, qui portait des costumes italiens même les week-ends décontractés. Il a regardé la boue sur ses chaussures vernies avec un dégoût immédiat, sortant un mouchoir en soie de sa poche pour tamponner une poussière qui n'existait même pas. Puis ma mère, Béatrice, a émergé. Elle serrait son sac à main de créateur comme si les arbres allaient essayer de le lui arracher. Elle regardait autour d'elle nerveusement, ses yeux se tournant vers la lisière des bois comme si un ours était sur le point de charger. Enfin, ma sœur Pêche 28 ans, belle de cette façon étudiée et filtrée est sortie, défilant sur son téléphone, ignorant totalement la vue majestueuse. Mon Dieu, ça sent le poisson pourri ici, a annoncé Pêche en sortant, ses baskets d'un blanc immaculé s'enfonçant légèrement dans la terre meuble. Ça s'appelle la nature, Pêche, ai-je dit, m'appuyant contre la rampe du Porsche, les bras croisés pour créer une barrière physique entre nous. Bonjour maman. Bonjour papa. Morgane, a dit mon père, sans me regarder dans les yeux. Il inspectait la ligne de toit. Ses yeux se sont plissés en signe d'évaluation. Tu as de la mousse sur les bardeaux. Ça va causer de la pourriture. Tu dois remplacer tout le toit. Je connais un gars. Ça coûterait probablement 20 000 $, mais il faut le faire pour maintenir la valeur de l'actif. Le toit va bien, papa. Je l'ai traité l'été dernier, ai-je répondu, gardant une voix calme. Et c'est une maison, pas un actif. Ça a l'air minable, a-t-il marmonné, passant devant moi pour entrer dans la maison sans invitation, me bousculant l'épaule au passage. À l'intérieur, ils ne se sont pas assis. Ils rôdaient. J'avais l'impression d'une invasion. Ma mère a passé un doigt manucuré le long de la tablette de la cheminée en pierre, cherchant la poussière. Elle a fait une grimace quand elle en a trouvé, essuyant son doigt sur son pantalon. Pêche est allé directement à la fenêtre, tenant son téléphone bien haut, essayant de trouver du réseau. Mon père arpentait le salon, calculant. Je pouvais voir les engrenages tourner dans sa tête. Il ne regardait pas ma maison, il regardait la surface habitable. Il regardait la liquidité. Puis son téléphone a sonné. Il l'a sorti, vérifiant l'écran. Son visage est devenu pâle pendant une fraction de seconde, un éclair de peur authentique et brute que je n'avais jamais vu auparavant avant qu'il ne reprenne contenance. Il est allé dans le couloir, baissant la voix. J'ai fait semblant de ranger des papiers sur la table, mais j'ai tendu l'oreille. L'acoustique de la vieille maison était excellente, transportant son chuchotement jusqu'au bout du hall. Je connais la date, a chuchoté mon père agressivement au téléphone. J'ai dit que je l'aurais. Tu n'as pas besoin d'appeler à la maison. Non, écoute-moi. La liquidité arrive. J'ai juste besoin de quelques semaines. Mon estomac s'est serré. Liquidité. C'était le jargon financier pour dire de l'argent liquide. Et j'ai juste besoin de quelques semaines était le jargon des joueurs pour dire je suis dans de sales draps. Il a raccroché et est revenu dans la pièce, ajustant sa cravate, forçant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Alors, Morgane. Le Maine. 18 mois. C'est long pour laisser une propriété comme celle-ci à l'abandon. J'ai quelqu'un pour garder la maison, ai-je menti. Et un système de sécurité surveillé. Ce n'est pas suffisant, a coupé mon père, sa voix résonnant dans la petite pièce. Nous devons parler de la réalité. J'ai préparé du thé. Il n'en voulait pas, mais cela donnait une occupation à mes mains pour les empêcher de trembler. Nous nous sommes assis autour de la table de la salle à manger, la lourde table en chêne que mon grand-père avait construite à la main il y a 60 ans. Le bois était marqué et taché, chargé d'histoire. Mes parents étaient assis d'un côté, formant un front uni. J'étais assise seule de l'autre côté. Nous avons réfléchi, a commencé ma mère, sa voix prenant ce ton doux et tremblant qu'elle utilisait quand elle voulait me manipuler. Avec ton départ pour si longtemps, cela nous inquiète. Le taux de criminalité, les squatteurs, les tempêtes hivernales. Si un tuyau éclate, personne ne le saura pendant des semaines. J'ai une assurance, maman, et des voisins. Des voisins, a ricané mon père. Tu veux parler de la vieille veuve à 1 kilomètre d'ici? Elle voit à peine plus loin que son Porsche. Il a glissé la main dans la poche de sa veste et en a sorti une brochure brillante. Il l'a fait glisser sur la table. Elle s'est arrêtée juste devant ma tasse de thé. La couverture montrait un couple de retraités souriants jouant au golf sous un palmier, leur dent d'une blancheur impossible. Le texte disait « Sunset Ridge Luxury Living, Scottsdale,
Arizona. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, levant les yeux vers lui. Notre avenir, a dit ma mère, tendant la main pour toucher la mienne. Sa peau était froide. Morgan, l'arthrite de ton père s'aggrave. L'air humide de Seattle le tue. Nous avons besoin d'un climat sec. Et Paige a cette merveilleuse opportunité de lancer sa boutique, mais elle a besoin d'investisseurs. Les banques sont difficiles à cause de l'économie. Et vous voulez que je fasse quoi, ai-je demandé, bien que le nœud dans mon estomac me dise que je connaissais déjà la réponse. Vends la maison, a dit Conrad. Le masque était complètement tombé. J'ai un ami, un promoteur. Il adore cet emplacement. Il est prêt à payer comptant. Aujourd'hui. Nous vendons ce taudis, achetons le condo à Scottsdale, finançons l'entreprise de Paige et mettons une belle somme sur ton compte d'épargne. Tout le monde y gagne. Je ne vends pas, ai-je dit. Ma voix était basse, mais ferme. Ne sois pas égoïste, a lancé Paige, levant les yeux de son téléphone pour la première fois. Tu vas être dans le Maine à regarder des cailloux. Pourquoi as-tu besoin d'une maison de plage? Maman et papa méritent de prendre leur retraite en paix. Tu thésaurises cet endroit comme un dragon assis sur son or. Ils peuvent prendre leur retraite où ils veulent, ai-je dit, regardant Paige. Mais pas à mes frais. Grand-père m'a laissé cette maison. Il m'a fait promettre de la protéger. Il savait que vous la vendriez dès qu'il serait sous terre. Mon père a frappé violemment la table de la main. Les tasses à thé ont tremblé. Arthur était un vieux fou sénile. Il ne comprenait rien aux finances. Regarde-toi, Morgan. Tu as 35 ans, tu es célibataire, tu gagnes des clopinettes comme chercheuse. Tu te cramponnes à un navire qui coule. J'essaie de te sauver. Je n'ai pas besoin d'être sauvé, papa. J'ai besoin que tu respectes ma décision. La réponse est non. Le silence qui a suivi était pesant, étouffant. Mon père s'est levé, son visage prenant une teinte rouge qui jurait avec sa cravate coûteuse. Il s'est penché vers moi, son eau de colonne couvrant l'odeur de la mer. Tu as toujours été une enfant ingrate. Nous t'avons tout donné, des écoles privées, une voiture pour tes 16 ans et c'est comme ça que tu nous remercies? En laissant tes parents souffrir dans le froid pendant que tu gardes jalousement une maison que tu utilises à peine? Je vis ici, papa. C'est chez moi. Et j'ai payé ma propre voiture, si tu te souviens bien. C'est pour Paige que tu as loué la BMW. Il m'a fixé avec un pur venin. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il allait me frapper. Puis il s'est redressé brusquement. Il a boutonné sa veste. Très bien. Qu'il en soit ainsi. Il a fait un signe à ma mère et à ma sœur. Allons-y. Elle a fait son choix. Ma mère m'a regardé avec des yeux tristes et déçus, sa meilleure arme. J'espère seulement que tu ne le regretteras pas, Morgan. La famille est tout ce que nous avons. Ils se sont dirigés vers la porte, mais l'atmosphère dans la pièce avait changé. Ce n'était plus seulement de la déception, c'était de la malveillance. Mon père s'est arrêté sur le seuil, la main sur la poignée. Il s'est retourné pour me regarder, et son expression m'a glacé le sang. Ce n'était pas le regard d'un père, c'était le regard d'un homme d'affaires face à un mauvais investissement. Tu sais, a dit Conrad, sa voix dangereusement basse. Nous avons beaucoup investi en toi, Morgan. Les frais de scolarité, l'appareil dentaire, les camps d'été. Nous pensions que tu deviendrais quelqu'un qui pourrait contribuer à l'héritage de cette famille. Je suis une scientifique publiée, papa, ai-je dit. Je contribue au monde. Il a ricané, un son court et sec. Tu joues avec de la boue. Tu es un investissement qui n'a pas rapporté. Et maintenant, quand nous avons besoin de toi, quand la famille a besoin de toi, tu nous tournes le dos. Je ne vous tourne pas le dos. Je protège ma maison. Ce n'est pas une maison, a-t-il craché. C'est une ressource, et tu es en train de la gaspiller. Il a ouvert la porte, laissant s'engouffrer le vent froid. Ne t'attends pas à ce qu'on te rende visite dans le Maine. Nous serons trop occupés à essayer de survivre pendant que tu joueras à l'ermite. Ils sont partis. Je les ai regardés s'en aller, restant sur le seuil de la porte ouverte jusqu'à ce que les feux arrière de la berline disparaissent au tournant. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, c'était de la pure adrénaline. J'avais l'impression de sortir d'une bagarre. J'ai verrouillé la porte. Puis j'ai tiré le verrou de sécurité. J'ai appuyé mon front contre le bois frais et j'ai respiré.
Liquidité. Le mot résonnait dans mon esprit. Il avait besoin d'argent rapidement. Et il venait de réaliser que sa source d'argent la plus facile, ma maison, était verrouillée. Conrad n'était pas du genre à accepter un non. Il considérait le non comme une tactique de négociation. Il reviendrait. Ou pire, il ne reviendrait pas, il ferait quelque chose en douce. J'ai regardé autour de moi dans mon salon, mes livres, le fauteuil de mon grand-père, ma vie. Ils ne prendront pas ça, ai-je dit à haute voix. J'ai attrapé mes clés et je me suis dirigé vers la porte. J'avais 48 heures avant mon vol. Je devais fortifier le château. Je suis allé en ville en voiture, l'esprit en ébullition. La petite ville côtière était calme, les touristes étant partis depuis longtemps. Je me suis garé devant le magasin d'électronique, ressentant un sentiment d'urgence qui frisait la paranoïa. J'ai acheté 4 caméras de sécurité haut de gamme de petits cubes noirs qui pouvaient être cachés facilement. J'ai acheté des batteries supplémentaires, un prolongateur Wi-Fi et un appareil de point d'accès mobile au cas où ils essaieraient de couper la ligne Internet. Le vendeur m'a regardé avec inquiétude pendant que j'empilais les articles sur le comptoir. « Vous attendez des ennuis ?» a-t-il demandé. « Juste des ratons laveurs », ai-je menti. Des gros. J'ai passé le reste de l'après-midi et de la soirée à les installer. Je me sentais comme une espionne dans ma propre maison. J'ai percé un trou au dos d'une encyclopédie et vidé sur l'étagère et j'y ai niché une caméra, l'objectif regardant à travers le dos du livre. Celle-là couvrait tout le salon. J'en ai placé une autre au-dessus des placards de la cuisine, cachée derrière un vase décoratif en céramique, celle-là couvrait la porte arrière et la table de la cuisine où les contrats seraient signés. Les caméras extérieures étaient plus délicates. J'ai dû utiliser une échelle. J'en ai caché une dans les avant-toits du porche avant, peinte pour s'harmoniser avec le bois. La dernière, je l'ai placée à l'intérieur d'un vieux nichoir sur le chêne face à l'allée. Je l'ai orientée parfaitement pour capturer les plaques d'immatriculation. Je les ai toutes connectées à un serveur cloud. J'ai configuré des alertes sur mon téléphone, mouvement détecté. J'ai testé. Je suis passé devant le nichoir. 3 secondes plus tard, mon téléphone a vibré. Une image cristalline de moi, l'air inquiet et fatigué, est apparue sur l'écran. Ça fonctionnait. Je me suis assise sur le sol de mon salon, entouré de mèches de perceuse et de sciure de bois. Je me sentais plus en sécurité, mais aussi incroyablement triste. J'avais 35 ans, et je truffais ma maison d'enfance d'équipements de surveillance parce que je ne pouvais pas faire confiance à mes propres parents pour ne pas me voler. Ce n'était pas normal. Je le savais. Mais en regardant les fenêtres sombres, imaginant le visage désespéré de mon père, je savais que c'était nécessaire. Le lendemain matin, mon dernier jour à Washington, j'avais un ultime rendez-vous. Je suis allé à Port Angeles pour rencontrer Silas. Silas était mon plus vieil ami. Nous avions survécu au lycée ensemble, liés par notre statut de paria dans une ville de pêcheurs et de bûcherons. Aujourd'hui, il était un avocat immobilier impitoyable avec un esprit vif et un faible pour la conservation. Nous nous sommes retrouvés dans un snack près du port. Je me suis glissé sur la banquette en face de lui. Il a regardé mon visage et a froncé les sourcils. « On dirait que tu reviens de la guerre », a dit Silas, faisant signe à la serveuse pour avoir du café. « C'est ce que je ressens », ai-je admis. Ils sont venus hier. Ils veulent vendre la maison à un promoteur. Papa a des ennuis, Silas. Je l'ai entendu au téléphone. Il doit de l'argent à quelqu'un de dangereux. Silas a hoché la tête d'un air sombre. Ça concorde. J'ai entendu des rumeurs. On a vu Conrad au casino du Sud plus souvent que d'habitude, et il essaie de mobiliser ses propres actifs, mais les banques lui ferment les vannes. Il est désespéré, ai-je dit. Et il pense pouvoir m'intimider pour que je vende. Il ne peut pas vendre légalement, a dit Silas en prenant une gorgée de café. L'acte de propriété est à ton nom seul. Je sais, mais s'il imite ma signature, s'il trouve un notaire véreux. Je vais être à 5000 km d'ici, dans le Maine. Silas a tapoté ses doigts sur la table. Nous avons besoin d'une pilule empoisonnée, quelque chose qui rende le terrain sans valeur pour un promoteur, même s'il réussisse à tromper une société de titres. Il a sorti un dossier de sa mallette. J'ai examiné tes données de recherche. Le guillemot marbré. Les oiseaux, ai-je demandé. Oui. Tu as documenté un couple nicheur sur la crête nord, n'est-ce pas? Oui. Depuis 3 ans. Parfait.
Silas a souri. Nous déposons une mise à jour de la servitude de conservation existante. Nous désignons explicitement la crête nord comme habitat critique pour une espèce en danger. Nous enregistrons cela auprès de l'U.S. Fish and Wildlife Service et des registres du comté. Qu'est-ce que ça change? Ça gèle tout développement, a expliqué Silas. Si un promoteur achète ce terrain, il ne peut pas abattre un seul arbre à moins de 150 mètres de ses nids sans un permis fédéral. Et obtenir ce permis prend 5 ans et $1 million en études d'impact environnemental. En gros, le terrain devient radioactif pour quiconque veut construire un complexe hôtelier. Mais ça protège les oiseaux, ai-je dit, souriant pour la première fois depuis des jours. Exactement. Ça protège les oiseaux et ça te protège toi. Même si ton père réussit à vendre, l'acheteur le poursuivra pour fraude dès qu'il réalisera qu'il a acheté un sanctuaire d'oiseaux au lieu d'un site hôtelier. J'ai signé les papiers là, sur la table grasse du snack. J'avais l'impression de signer une déclaration de guerre, mais aussi une déclaration d'indépendance. Dépose-les, ai-je dit. Rends ça officiel. Le Maine a été un choc thermique. J'ai atterri à Portland et j'ai conduit 3 heures vers le nord jusqu'à la station de recherche. Le paysage était plus rude ici, des rochers de granit, de l'eau glacée et un vent qui semblait porter des couteaux. La station de recherche était un ensemble de petites cabanes accrochées à un promontoire rocheux. C'était isolé, calme, et exactement ce dont j'avais besoin. J'ai rencontré mon équipe le premier soir. Nous étions 3, moi, une géologue nommée Sarah, et un capitaine de bateau local, spécialiste de terrain, nommé Liam. Liam avait 32 ans, une barbe qui semblait pouvoir poncer du bois et des yeux d'une gentillesse surprenante. Il m'a aidé à porter mon équipement dans ma cabane. Tu as voyagé léger pour 18 mois, a-t-il noté en soulevant mon unique sac de sport. Je suis parti précipitamment, ai-je dit. J'avais besoin de m'évader. La famille, a-t-il deviné. Quelque chose comme ça. Nous avons rapidement pris nos habitudes, debout à l'aube, départ sur le bateau pour mesurer l'érosion sédimentaire, les mains gelées en collectant des échantillons, et retour à la station pour saisir les données. C'était un travail épuisant, mais honnête. Liam a été une révélation. Il était compétent, calme et profondément respectueux. Nous passions des heures sur le bateau à discuter. Il m'a parlé de sa famille. Ses parents vivaient 2 villes plus loin, il tenait une petite boulangerie. Il y allait dîner tous les dimanches. Tu devrais venir un jour, a-t-il proposé un après-midi alors que nous récurions le pont. Ma mère fait une tarte au bleuet qui va changer ta vie. Je ne veux pas m'imposer, ai-je dit. Ce n'est pas s'imposer, a-t-il souri. C'est la famille. On passe juste du temps ensemble. Ce n'est rien du tout. Cela sonnait comme une langue étrangère pour moi. La famille sans drame, sans exigence, sans amélioration de la valeur de l'actif. J'ai vérifié mon téléphone constamment pendant ces premières semaines. Je vérifiais les flux des caméras. La maison dans l'État de Washington restait vide, grise et silencieuse. Pas de voiture dans l'allée, pas de mouvement à l'intérieur. J'ai commencé à me détendre. Peut-être avais-je surréagi. Peut-être que mon refus avait réellement fonctionné et que mon père était passé à un autre projet. Je me trompais. Environ un mois après mon arrivée, un colis est arrivé. C'était une grande boîte enveloppée de papier brun. Je l'ai ouverte dans la salle commune de la station de recherche. À l'intérieur se trouvait un épais pull en laine tricoté à la main, une boîte de chocolat coûteux et une carte. La carte disait « Nous pensons à toi dans le froid. Reste au chaud. Avec tout notre amour, maman et papa. » Je l'ai fixé. Ma mère n'avait rien tricoté depuis 1995. Joli pull, a dit Liam, entrant avec une tasse de café. De la part des parents? Ouais, ai-je dit, touchant la laine. Elle était douce. C'est bizarre. Pourquoi bizarre? Ils ne font pas ça. D'habitude, les cadeaux sont assortis de conditions. Ce soir-là, ma mère a appelé. J'ai hésité avant de répondre, regardant l'écran vibrer. Finalement, j'ai décroché. Tu as reçu le colis, ma chérie? Sa voix était enjouée, éclatante. Oui, maman. Le pull est magnifique. C'est toi qui l'as fait? Oui. J'ai pris des cours. Ton père et moi avons fait quelques changements. Il a rejoint un groupe de peinture. Tu te rends compte? Conrad peignant des paysages.
Elle a ri. Cela sonnait presque authentique. Nous voulions juste te dire que nous sommes désolés, Morgan. Pour la dernière visite. Nous étions stressés. Papa était. Enfin, tu sais comment il est avec l'argent. Mais il a réglé le problème. Nous voulons juste redevenir une famille. Il a réglé le problème, ai-je demandé, le scepticisme s'insinuant dans ma voix. Le problème de liquidité? Oh, oui. Il a trouvé un investisseur privé pour l'un de ses autres projets. Tout va bien. Tu nous manques, c'est tout. Nous voulons que tu te concentres sur ton travail et que tu ne t'inquiètes pas pour nous. Je voulais la croire. Dieu, je voulais tellement la croire. Je me sentais seul dans le Maine malgré la compagnie de Liam. La petite fille en moi qui voulait juste que sa maman l'aime s'est réveillée. Merci, maman, ai-je dit doucement. Vous me manquez aussi. On passera voir la maison pour toi de temps en temps, d'accord? Juste pour s'assurer que les tuyaux ne gèlent pas. Aucune pression, juste pour aider. D'accord, ai-je dit. Merci. J'ai raccroché, me sentant plus légère. Peut-être avait-il vraiment changé. Peut-être que la peur de presque me perdre les avait réveillés. C'était le début de la campagne. Pendant les 2 mois suivants, ils ont été parfaits, des appels hebdomadaires, de petits cadeaux. Paige a même aimé mes publications sur Instagram. C'était une leçon de maître en manipulation. La fête de l'Action de grâce est arrivée en novembre. Je n'avais pas les moyens de retourner à Washington par avion et, honnêtement, je ne voulais pas risquer de rompre la paix fragile avec mes parents. Liam m'a invité chez ses parents. Viens, a-t-il dit. Ça va être bruyant, chaotique, et il y aura trop de nourriture. Tu vas adorer. J'ai accepté. Nous sommes allés chez ses parents, un cottage douillet et encombré qui sentait la cannelle et la levure. Sa mère, une femme petite et ronde nommée Martha, m'a serré dans ses bras dès que j'ai franchi la porte. Tu dois être Morgan. Liam ne fait que parler de toi. Entre, pauvre chose gelée. Tiens, prends un peu de cidre. Son père, un pêcheur à la retraite avec une poignée de main écrasante, a tapé dans le dos de Liam. Content de te voir, fiston. Le bateau marche bien? Il marche super, PA. Je me suis assise dans un coin de la cuisine, à les regarder. Ils se disputaient au sujet du football. Ils se taquinaient. Ils riaient, mais il n'y avait aucune tension, aucun courant sous-jacent de transaction. Quand le père de Liam l'interrogeait sur son travail, il l'écoutait. Il ne demandait pas combien d'argent Liam gagnait. Il ne suggérait pas que Liam devrait se trouver un vrai travail. Au dîner, ils ont fait le tour de la table pour dire ce pourquoi ils étaient reconnaissants. Je suis reconnaissante pour cette nourriture, a dit Martha, et pour le fait que Liam ait enfin ramené une fille à la maison qui mange des glucides. Tout le monde a ri. J'ai ri aussi, mais ma poitrine me faisait mal. Quand ce fut le tour de Liam, il a regardé ses parents. Je suis reconnaissant que vous m'ayez aidé pour l'acompte du nouveau moteur. Je vous rembourserai la saison prochaine, je vous le promets. Ne t'inquiète pas pour ça. Son père a fait un geste de la main. C'est un investissement en toi. Tu es notre fils. Nous sommes une équipe. Nous sommes une équipe. Je me suis excusé et je suis allé aux toilettes. J'ai verrouillé la porte et j'ai ouvert le robinet pour qu'ils ne m'entendent pas sangloter. J'ai pleuré pour la famille que je n'avais jamais eue. J'ai pleuré parce que voir à quoi ressemblait une famille saine rendait ma propre réalité insupportable. Mon père ne me voyait pas comme un membre d'une équipe, il me voyait comme une employée qui n'était pas assez performante. Ma mère ne voulait pas me nourrir, elle voulait me mobiliser comme levier. Je me suis regardé dans le miroir. Mes yeux étaient rouges. Réveille-toi, Morgan, ai-je chuchoté à mon reflet. Ne te laisse pas avoir par le pull. Ne te laisse pas avoir par les biscuits. C'est un mensonge. Je me suis lavé le visage et je suis ressorti. Liam m'a lancé un regard inquiet, mais il n'a pas insisté. Il a juste posé une part de tarte devant moi et m'a serré la main sous la table. Ce soir-là, de retour à la station de recherche, je me suis connecté aux caméras de sécurité pour la première fois depuis des semaines. La maison était sombre. Mais en faisant défiler le journal des événements, j'ai remarqué quelque chose. Il y avait des lacunes des moments où les caméras s'étaient déconnectées pendant 1 heure ou 2. J'ai ressenti un frisson qui n'avait rien à voir avec l'hiver du Maine. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné.
Ce n'étaient pas mes parents. C'était Madame Gable, ma voisine de 80 ans à Washington. Morgane, ma chère. Sa voix était chevrotante, faible. Madame Gable. Bonjour. Tout va bien? Eh bien, je ne veux pas être un fardeau, mais j'ai pensé que tu devrais savoir. J'ai vu des gens marcher sur ta crête aujourd'hui. Je sais que tu as dit que tu étais parti. J'ai serré le téléphone plus fort. Qui était-ce? Je n'ai pas pu voir les visages clairement, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient, mais il y avait 3 hommes. Ils portaient ces gilets orange fluo. Des géomètres, peut-être. Et j'ai vu une voiture noire garée plus bas sur la route, cachée derrière le bosquet d'épinettes. Elle ressemblait à la voiture de ton père. La voiture de mon père? Je pense bien. Elle était rutilante, elle n'avait pas sa place ici. Sont-ils entrés dans la maison? Je ne les ai pas vus entrer. Ils marchaient surtout sur le terrain, pointant des choses du doigt. L'un d'eux avait un trépied. Merci, Madame Gable. Vous avez bien fait de m'appeler. J'ai raccroché. J'ai ouvert l'application des caméras immédiatement. Rien. La caméra de l'allée montrait une route déserte. La caméra du Porsche ne montrait rien. Ils s'étaient garés plus bas. Ils étaient malins. Ils savaient que je pouvais avoir des caméras, ou du moins ils étaient prudents. Ils arpentaient le terrain depuis le périmètre, restant en dehors des zones des détecteurs de mouvement. Le cours de peinture était un mensonge. L'investisseur privé était un mensonge. Ils allaient de l'avant avec la vente. Ils le faisaient simplement en silence, attendant que tout soit prêt avant de frapper. J'ai appelé Silas. Ils sont de retour, ai-je dit. Madame Gable a vu des géomètres. Je vois ça, a dit Silas. Je surveille les demandes de crédit de ton père. Il devient désespéré. Les usuriers de Vegas lui mettent la pression. Il a jusqu'à la fin de l'année. C'est dans 3 semaines. J'ai dit, exactement. S'il doit agir, il va le faire maintenant. J'ai arrêté de dormir. Je gardais mon iPad à côté de mon lit, le flux de la caméra ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est arrivé 3 nuits plus tard. Il était 2 heures du matin à Washington, 5 heures du matin dans le Maine. J'étais réveillé, buvant du café, fixant l'écran. Une notification est apparue, mouvement détecté. Salon. Mon cœur s'est arrêté. J'ai appuyé sur l'écran. La vision nocturne s'est activée, baignant mon salon d'une lumière verte fantomatique. Le faisceau d'une lampe de poche a fendu l'obscurité. Une silhouette est entrée dans le champ. C'était un homme. Il portait des gants et un chapeau, mais je connaissais cette démarche. Je connaissais l'affaissement de ses épaules. C'était Conrad. Il n'a pas brisé de fenêtre. Il n'a pas défoncé la porte. Il est entré directement. Comment, alors? Je me suis souvenu. Il y a des années, quand j'étais à l'université, j'avais donné un double des clés à ma mère pour les urgences. Je l'avais réclamé après les funérailles, et elle avait dit qu'elle l'avait perdu. Elle ne l'avait pas perdu, elle l'avait gardé pendant 10 ans, au cas où. Conrad a marché jusqu'au centre de la pièce. Il tenait un téléphone à son oreille. Je suis à l'intérieur, a-t-il chuchoté. Le son de la caméra était faible, mais dans le silence de la maison vide, il était audible. Ouais, l'endroit est vide. C'est un peu poussiéreux, mais ça se nettoie bien. Il s'est approché de la fenêtre, éclairant les murs. Non, elle n'en a aucune idée. Elle se gèle les fesses dans le Maine. On est bon. Écoute, dis à l'acheteur qu'on peut conclure vendredi prochain. J'aurai le notaire prêt. Ouais, Barry est de la partie. Il tamponnerait n'importe quoi pour une bouteille de scotch. Barry. Barry Miller, le vieux compagnon de boisson de mon père, un assistant juridique radié qui fréquentait le country club avant de se faire prendre pour détournement de fonds. Vendredi, a dit Conrad. Préparez le virement bancaire. 850 000. C'est fait. Il s'est retourné et est sorti, verrouillant la porte derrière lui. Je suis resté assise dans la cabane sombre, tremblante. Je me sentais violé, pas seulement parce qu'il était entré par effraction, mais à cause de la cruauté désinvolte de la chose. Elle n'en a aucune idée. Elle se gèle les fesses. Il ne se souciait pas de moi. Il ne l'avait jamais fait.
Je n'étais qu'un obstacle à contourner. J'ai enregistré le clip. Je l'ai sauvegardé sur mon téléphone, sur le cloud, et je l'ai envoyé par email à Silas. Puis j'ai réveillé Liam. Ils l'ont fait, ai-je dit en lui montrant la vidéo. Ils le vendent vendredi prochain. Liam a regardé l'écran, puis moi. Son visage s'est durci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais les laisser faire, ai-je dit. Je vais les laisser signer les papiers. Je vais les laisser prendre l'argent. Pourquoi? Parce que la tentative de fraude n'est qu'une tape sur les doigts, ai-je dit, la voix froide. Mais la fraude électronique? Vendre une propriété qu'on ne possède pas pour près d'1 million de dollars? C'est la prison fédérale. J'ai regardé le fantôme de mon père sur l'écran. Tu veux la maison, papa, ai-je chuchoté. Viens la prendre. C'est le moment. Le piège est tendu. Mes parents pensent avoir gagné, mais ils n'ont aucune idée de ce qui les attend. Si vous appréciez cette histoire et voulez voir comment la vengeance se déroule, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment. Dites-moi aussi dans les commentaires de quelle ville vous regardez. J'adore voir jusqu'où ces histoires voyagent. Maintenant, passons à la deuxième partie, là où le marteau tombe enfin. Le soleil s'est levé sur l'océan Atlantique, peignant le ciel du Maine de nuances meurtries de violet et d'orange. Mais je n'avais pas dormi. J'étais toujours assise à la petite table en bois de la cabane, la vidéo de mon père s'introduisant chez moi tournant en boucle sur l'écran de mon ordinateur portable. Liam était assis en face de moi, tenant une tasse de café. Il n'avait pas dit un mot depuis 20 minutes. Il m'observait simplement, me laissant digérer la trahison. Alors, ai-je dit, la voix éraillée par le silence. Ils font ça vendredi prochain. Tu as les preuves, a dit Liam, pointant l'écran. Tu l'as en vidéo en train de commettre une violation de domicile. Tu as l'audio de lui complotant pour commettre une fraude. Appelle les flics, Morgan. Arrête la vente. Si j'appelle les flics maintenant, ai-je dit en regardant le littoral gelé, il va s'en sortir par une pirouette. Il dira qu'il vérifiait juste les tuyaux. Il dira que la conversation sur la vente n'était qu'hypothétique. Il dira que Barry le notaire a fait une erreur. Il va s'en sortir. Il le fait toujours. Alors, c'est quoi le plan? J'ai besoin qu'il franchisse la ligne, ai-je dit. J'ai besoin qu'il signe l'acte. J'ai besoin qu'il prenne l'argent. Une fois que ce virement bancaire aura atteint son compte, ce ne sera plus un simple malentendu. Ce sera une fraude électronique fédérale. Ce sera un vol qualifié. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Silas. Il n'était que 5 heures du matin à Seattle, mais il a répondu dès la première sonnerie. J'ai vu la vidéo, a dit Silas. Sa voix était sombre. Conrad est plus audacieux que je ne le pensais. On laisse faire, Silas, ai-je dit. On va les laisser marcher jusqu'au bord de la falaise et sauter. D'accord, a dit Silas. Si on fait ça, on doit être blindé. On doit savoir exactement qui est impliqué et jusqu'où ça va. Je vais commencer à creuser sur Barry Miller et ce prêteur privé dont ton père a parlé. Je veux tout savoir, ai-je dit. Je veux savoir qui détient la dette. Je veux savoir qui sont les promoteurs. Je veux savoir ce qu'ils ont mangé au petit déjeuner. C'est comme si c'était fait, a dit Silas. Dors un peu, Morgan. Tu as une guerre à mener la semaine prochaine. J'ai raccroché. Je n'ai pas dormi, pourtant, j'ai commencé à faire mes bagages. À midi, Silas m'avait envoyé un dossier. La première cible était Barry Miller. Je me souvenais de Barry depuis mon enfance. C'était un homme au visage rouge qui sentait toujours le gin et les bonbons à l'amande bon marché. Il jouait au golf avec mon père. Je ne savais pas grand-chose de lui à l'époque, à part le fait qu'il me mettait mal à l'aise. Selon les recherches de Silas, la vie de Barry s'était effondrée il y a 5 ans. Il avait été assistant juridique dans un cabinet de taille moyenne, mais il s'était fait prendre à détourner les fonds des clients pour payer des dettes de poker en ligne. Il a été radié, licencié, et a évité de justesse la prison en dénonçant son patron. Depuis, il errait. Pas de travail, pas de licence mais il avait gardé son tampon de notaire. C'est le maillon faible, a expliqué Silas au téléphone pendant que je parcourais le casier judiciaire de Barry. Un tampon de notaire est censé expirer. Barry n'a jamais renouvelé le sien parce qu'il ne le pouvait pas. Il utilise un tampon expiré et invalide.
Cela suffit à rendre nul tout document qu'il touche. Mais une société de titres ne le saura pas à moins de regarder de près. Et si Conrad précipite la clôture, ils ne regarderont peut-être pas de près avant qu'il ne soit trop tard. Donc mon père le paie pour falsifier ma signature. Exactement. Barry reçoit une bouteille de scotch et peut-être quelques centaines de dollars, et ton père obtient un document de procuration qui lui permet de vendre ta maison. C'est pathétique, ai-je dit. C'est criminel, a corrigé Silas. Falsification au premier degré. Et pour la dette? Ai-je demandé. Pourquoi papa est-il si désespéré? Ça, a soupiré Silas, c'est la partie effrayante. Silas a envoyé un deuxième fichier. C'était un rapport de crédit, mais plus approfondi. Il incluait des informations provenant de bases de données privées auxquelles la plupart des gens n'ont pas accès. Ton père perd de l'argent depuis une décennie, a dit Silas. La maison à Seattle est hypothéquée jusqu'au cou. Les voitures sont en leasing. L'adhésion au country club est impayée. Mais le vrai problème est un prêt qu'il a contracté il y a 6 mois. Pas auprès d'une banque, mais auprès d'un groupe de prêts privés basé à Las Vegas appelé Silver State Holdings. C'est un nom poli pour désigner des usuriers, Morgan. Ils prêtent de l'argent à taux élevés aux parieurs qui ont épuisé leur carte de crédit. Combien? 150 000 $. Avec les intérêts, on est plus proche de 200 000 $. Et les conditions disent que c'est dû en totalité le 31 décembre. J'ai regardé le calendrier. C'était la mi-décembre. S'ils ne paient pas, ce ne sont pas le genre de personnes qui t'envoient une lettre de recouvrement, a dit Silas d'un ton sombre. Ils envoient des gens pour te briser les genoux. C'est pour ça qu'ils paniquent. Il ne vend pas ta maison pour financer un condo de retraite. Il la vend pour sauver sa vie. J'ai fixé le chiffre. 150 000 $. Il les avait perdus au jeu probablement sur le sport, le poker ou des actions qu'il ne comprenait pas. Et maintenant, il était prêt à détruire ma vie pour couvrir ses traces. Il est terrifié, ai-je chuchoté. Il devrait l'être, a dit Silas. Mais ça ne lui donne pas le droit de voler ton héritage. Non, ai-je acquiescé. C'est vrai. La dernière pièce du puzzle était l'acheteur, Apex Coastal développé. J'ai fait des recherches sur eux, a dit Silas. Ils sont légitimes dans le sens où ils construisent réellement des choses, mais ce sont des monstres. Ils se spécialisent dans le rachat de propriétés côtières en difficulté, changent le zonage et construisent des complexes de luxe à haute densité. Ils ne se soucient pas de l'environnement. Ils bétonnent les zones humides. Ils abattent des forêts anciennes. Ils veulent construire un complexe de 50 unités, m'étais-je souvenu de ce que mon père disait sur la vidéo. 50 unités, a confirmé Silas. Ils auraient besoin de raser tout le versant nord, Northridge. Les épicéas de ton grand-père? Disparus en une semaine. Les mares résiduelles? Les eaux de ruissellement du parking les empoisonneraient en un mois. Mon estomac s'est noué. Ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était la destruction de tout ce que j'aimais. C'était l'effacement de l'histoire de cette terre. Le prix de vente est de 850 000 $, a dit Silas. C'est une offre au comptant. Clôture rapide. Apex pense faire une affaire parce que le terrain vaut le double s'il est constructible. Ton père vend à bas prix parce qu'il a besoin de l'argent rapidement. Mais le terrain n'est pas constructible, ai-je dit, un petit sourire froid se formant sur mes lèvres. N'est-ce pas? Plus maintenant, a dit Silas. Tu l'as déposé, ai-je demandé. Je l'ai déposé ce matin, a dit Silas. La mise à jour de la désignation d'habitat critique. C'est officiellement enregistré dans la base de données du service de la pêche et de la faune des États-Unis, US Fish and Wildlife, et au bureau d'enregistrement du comté. L'horodatage est 9h02. Donc, c'est actif. C'est actif. Depuis ce matin, ta propriété est un sanctuaire protégé par le gouvernement fédéral pour le guillemot marbré. Tout développement commercial est strictement interdit. Est-ce que la société de titres le verra? S'ils font une recherche approfondie, oui, a dit Silas. Mais Apex est pressé. Il se fie à la parole de ton père et au tampon de Barry. Il pourrait passer à côté. Et même s'il ne passe pas à côté, nous devons nous assurer qu'il ne le voit pas avant d'avoir viré l'argent. Comment on fait ça? On prie pour l'incompétence, a dit Silas. Et connaissant Barry Miller, l'incompétence est garantie.
Le piège était tendu. Mon père vendait une promesse qu'il ne pouvait pas tenir. Apex achetait un produit qui n'existait pas. Et je tenais le détonateur. Mercredi matin, 2 jours avant la clôture, j'ai fait mon sac. J'ai dit à Liam que je devais partir. « Je viens avec toi », a-t-il dit, debout dans l'embrasure de la porte de ma cabane. « Non », ai-je dit. « C'est moche, Liam. Je ne veux pas que tu vois ça. »« J'en ai vu, des choses moches », a-t-il dit. « Je ne te laisse pas entrer seul dans la fosse aux lions. »« Ce n'est pas une fosse aux lions », ai-je dit en fermant ma veste. « C'est un nid de vipères, et je sais comment les gérer. S'il te plaît, reste ici. Surveille la station. Je reviendrai. » Il a hésité, puis a acquiescé. « Appelle-moi tous les jours. Si tu n'appelles pas, je prends un avion. Je te le promets. » J'ai conduit jusqu'à Portland et j'ai pris l'avion pour Seattle. Le vol m'a semblé durer 1 an. J'étais assise sur le siège du milieu, fixant le dossier devant moi, répétant ce que j'allais dire, répétant comment j'allais regarder ma mère sans pleurer. J'ai atterri à Seattle à 22 heures. Il pleuvait, bien sûr. J'ai loué une berline grise, quelque chose de générique, qui ne se remarquerait pas. Je ne voulais pas que mes parents repèrent ma Subaru. J'ai conduit jusqu'à la péninsule dans le noir. Les routes familières serpentaient à travers la forêt. Je suis passé devant le chemin qui mène à ma maison. Je ne pouvais pas rentrer chez moi, pas encore. J'ai pris une chambre dans un motel 6 dans la ville voisine. La chambre sentait la cigarette froide et le nettoyant au citron. J'ai jeté mon sac sur le lit et je me suis assise. J'ai ouvert l'application de la caméra. La maison était calme, mais je pouvais voir des signes d'activité. Il y avait des empreintes de pas boueuses sur le parquet du couloir. Une tasse de café avait été laissée sur le comptoir de la cuisine. Il se préparait. Je me suis allongé sur le matelas bosselé, tout habillé. J'ai fixé le ventilateur de plafond qui tournait lentement au-dessus de moi. Demain, c'était jeudi, le jour des préparatifs. Vendredi, c'était l'exécution. Le vendredi matin s'est levé avec une brume grise et épaisse suspendue sur la péninsule. C'était le genre de temps qui étouffe les sons, rendant le monde petit et intime. J'ai quitté le motel à 8 heures du matin. J'ai conduit jusqu'à une ancienne route forestière à environ 400 mètres de ma propriété. J'ai garé la voiture profondément dans les broussailles et je l'ai recouverte d'une bâche, au cas où. J'ai marché à travers les bois. Je connaissais ces sentiers comme ma poche. Je bougeais silencieusement, marchant sur la mousse pour amortir mes pas. J'ai atteint mon point d'observation, un bosquet de fougères épaisses sur une colline surplombant l'allée et l'arrière de la maison. Je me suis installé pour attendre. À 10 heures, le défilé a commencé. La berline noire de mon père est arrivée la première. Il est sorti, l'air agité. Il faisait les 100 pas dans l'allée, parlant au téléphone. Puis ma mère est arrivée dans son SUV, suivie de Paige. Elles ont commencé à transporter des cartons de leur voiture vers la maison. Elles ne déménageaient pas les choses, elles mettaient la maison en scène, pour qu'elle paraisse présentable. À 11 heures, un camion de déménagement est arrivé. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Des déménageurs. 2 hommes en bleu de travail sont sortis. Mon père a désigné la maison. Ils sont entrés. Quelques minutes plus tard, ils sont ressortis en portant le fauteuil en cuir de mon grand-père. Le fauteuil dans lequel il s'asseyait tous les soirs pour lire. Le fauteuil qui sentait encore son tabac à pipe. Ils ne l'ont pas mis dans le camion. Ils l'ont emmené vers une benne qui avait été livrée plus tôt ce matin-là. Ils l'ont jeté dedans. J'ai eu un haut le cœur, ma main volant vers ma bouche pour étouffer un cri. Les larmes me sont montées aux yeux. Ils jetaient mon histoire. Ils traitaient ma vie comme des déchets à évacuer pour les nouveaux propriétaires. Je voulais dévaler la pente. Je voulais leur hurler dessus. Mais je me suis arrêté. Attends, me suis-je dit. Attends l'argent. Si je les arrête maintenant, ils vont juste s'excuser et recommencer plus tard. J'avais besoin que le crime soit consommé. Je les ai regardés vider mon salon. Mes livres sont allés dans la benne. Mes tapis. La couverture faite main que ma grand-mère avait cousue. J'ai mémorisé chaque article. Je l'ai ajouté au compte de ce qu'il me devait. 13 heures. Le promoteur est arrivé. Un énorme SUV argenté s'est garé. 2 hommes et une femme en sont sortis.
Ils ressemblaient à des requins en costume humain, manteaux coûteux, sourires acérés, yeux morts. Puis une vieille mini-fourgonnette déglinguée a remonté l'allée, Barry Miller, le notaire fantôme. Ils sont tous entrés. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'application de la caméra. Je suis passé à la caméra de la cuisine. Ils se rassemblaient autour de la table en chaîne ma table. C'est une magnifique parcelle de terre, disait le promoteur principal, Monsieur Henderson. Nous avons hâte de commencer les travaux la semaine prochaine. Nous sommes heureux de la transmettre à quelqu'un qui a de la vision, a dit mon père, versant du champagne dans des gobelets en plastique. Ma fille, elle l'a juste laissé à l'abandon. Eh bien, à de nouveaux départs, a dit Henderson. Ils se sont assis. Barry Miller a sorti son tampon. Les papiers ont été brassés. Voici l'acte, a dit mon père. Et voici la procuration signée par Morgan. Barry a tamponné. Et le virement bancaire, a demandé mon père, la voix tremblant légèrement. Lancé, a dit Henderson, pianotant sur sa tablette. 850 000 $. Ça devrait arriver sur votre compte d'un instant à l'autre. J'ai retenu mon souffle. Je fixais l'écran de mon téléphone dans les bois. 2 minutes ont passé. Des banalités. Des rires. Puis le téléphone de mon père a émis un bip. Il l'a regardé. Un immense sourire a éclairé son visage. Reçu, a-t-il dit. C'est conclu. Mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Silas. Silas, l'alerte bancaire vient de se déclencher. L'argent est arrivé. L'acte est enregistré électroniquement. C'est fait. Le crime est consommé. Je me suis levé. Mes jambes étaient raides, mais ma détermination était de fer. C'est l'heure d'aller à une fête, ai-je chuchoté. Je suis retourné à ma voiture. Je l'ai conduite sur la route principale et j'ai tourné dans mon allée. Je n'ai pas ralenti. Je me suis garé juste devant le perron, bloquant le SUV du promoteur. Le gravier a crissé bruyamment sous mes pneus. J'ai claqué la portière et j'ai monté les marches. Je pouvais les entendre à l'intérieur. Des acclamations. Je suis entré par la porte ouverte. La scène s'est figée. Mon père tenait un gobelet de champagne à mi-chemin de sa bouche. Ma mère riait de quelque chose que Pêche venait de dire. Les promoteurs souriaient. Barry Miller remettait son tampon dans son sac. Sortez de chez moi, ai-je dit. Ma voix n'était pas forte, mais elle a tranché la pièce comme un couteau. Ma mère a lâché son gobelet. Le champagne s'est renversé sur le parquet. Morgan, a-t-elle haleté. Tu es dans le Maine. Surprise, ai-je dit. J'ai regardé les promoteurs. Qui êtes-vous? Je suis Monsieur Henderson, a dit l'homme en s'avançant, l'air agacé. Le propriétaire de cette propriété, et vous êtes en train de commettre une violation de domicile. Vous ne possédez rien du tout, ai-je dit. Et vous, j'ai pointé un doigt tremblant vers mon père, vous êtes un voleur. Le visage de mon père est passé du choc à un violet profond et violent. Qu'est-ce que tu fais ici, a-t-il sifflé. J'habite ici, ai-je dit. Tu as oublié? Nous avons un contrat, a crié Henderson, agitant un morceau de papier. Signé par votre père, qui détient votre procuration. Je n'ai jamais signé de procuration, ai-je dit, regardant Henderson dans les yeux. Mon père a falsifié ma signature. Et cet homme, j'ai désigné Barry, est un assistant juridique radié avec un tampon expiré. Barry avait l'air d'être sur le point de vomir. Il a attrapé son sac et a commencé à se faufiler vers la porte. C'est un mensonge, a rugi Conrad. Elle ment. Elle est mentalement instable. Montre-moi la preuve, papa, l'ai-je défié. Montre-moi l'email où j'ai donné mon accord. Montre-moi le SMS. Tu as accepté verbalement, a-t-il hurlé. Au téléphone. J'ai des caméras, ai-je dit calmement. J'ai des micros. Je t'ai en vidéo en train de t'introduire chez moi par effraction il y a 3 nuits. Je t'ai en audio en train de planifier la falsification. Le visage d'Henderson s'est vidé de ses couleurs. Il a regardé mon père. Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non. A hurlé Conrad. Il était pris de panique maintenant. Les murs se refermaient sur lui. Il a marché vers moi, me dominant de sa taille. Petite ingrate.
Tu es en train de tout gâcher. J'ai fait ça pour la famille. Pour ta mère. Pour Paige. Tu l'as fait pour ta dette de jeu, ai-je dit. 150 000 $ à Silver State Holdings à Vegas, dû le 31 décembre. Ce fut le point de rupture. Conrad s'est jeté sur moi. Il n'a pas réfléchi, il a juste réagi. Il a balancé sa main ouverte et a frappé ma joue. Le son a résonné dans la pièce vide. La force du coup m'a projeté contre le cadre de la porte. Ma tête est partie sur le côté. Ma lèvre s'est fendue instantanément, du sang chaud remplissant ma bouche. « Je suis ton père », a-t-il hurlé, les yeux exorbités. « Tu m'obéis. Tu fais ce qu'on te dit. » Silence. Un silence absolu et terrifié. Ma mère s'est couvert la bouche. Paige a détourné le regard. Les promoteurs semblaient horrifiés. Henderson a fait un pas en arrière, réalisant qu'il se trouvait au milieu d'une scène de crime de violence domestique. J'ai lentement tourné la tête pour le regarder. J'ai touché ma lèvre. J'ai regardé le sang sur mes doigts. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai souri un sourire froid, brisé. Tu viens de m'agresser, ai-je chuchoté. Merci. Sors, a-t-il hurlé, me poussant vers la porte. Sors avant que je ne te tue. Je m'en vais, ai-je dit. Mais c'est toi qui vas tout perdre. Je suis sorti. Je suis monté dans ma voiture. J'ai reculé dans l'allée. En partant, j'ai vu Henderson hurler sur mon père. J'ai vu ma mère s'effondrer sur une chaise, en sanglots. C'était fini. Je suis retourné au motel. J'étais assise sur le bord du lit, tenant une poche de glace contre ma joue. Ma main tremblait tellement que je pouvais à peine tenir le téléphone. J'ai composé le numéro de Silas. « Tu as entendu ?» ai-je demandé. « J'ai entendu » a dit Silas. Sa voix tremblait de rage. J'étais sur la ligne ouverte. J'ai tout enregistré. Les aveux, l'agression. « Est-ce que tu vas bien ?»« Ça va » ai-je dit. Ma lèvre est coupée. « Mais ça va. »« J'appelle la police tout de suite » a dit Silas. « Non » ai-je dit. « Attends. Envoie les emails d'abord. » Morgan. « Envoie-les, Silas. »« Brûle tout. » « D'accord » a dit Silas. « J'envoie maintenant. » Il a cliqué sur envoyer. Email numéro 1 au département du shérif. Objet, signalement d'agression, de falsification et de vol qualifié. Pièce jointe, vidéo de l'effraction, audio de la planification de la falsification, audio de l'agression. Email numéro 2 à l'équipe juridique d'Apex Coastal développé. Objet, avis de titre nul et servitude de conservation. Pièce jointe, l'affidavit de falsification, la preuve de la radiation de Barry Miller, et la désignation officielle de l'US Fish and Wildlife prouvant que le terrain était un habitat protégé. Email numéro 3 à la banque. Objet, alerte à la fraude. C'est fait, a dit Silas. La bombe est lâchée. J'ai raccroché. J'ai éteint son téléphone. Je me suis allongé sur le lit et j'ai fermé les yeux. J'ai dormi pendant 14 heures. C'était le sommeil des morts. Quand je me suis réveillé le samedi matin, le soleil brillait. C'était presque insultant. J'ai allumé mon téléphone. Il a vibré sans s'arrêter pendant 5 minutes. 52 appels manqués. 87 SMS. Je les ai parcourus, observant la chronologie de la destruction. Vendredi, 15h30. Paige, papa pète les plombs. Henderson menace de poursuivre. Règle ça, Morgan. Vendredi, 16h. Maman, Morgan, s'il te plaît, décroche. Papa a des douleurs à la poitrine. La banque a gelé le compte. Vendredi, 17h. Papa, espèce de petite ingrate. Appelle Henderson. Dis-lui que c'était une erreur. Dis-lui que tu avais donné ton accord verbal. Fais-le maintenant. Vendredi, 18h. Papa, je te tuerai si tu ne règles pas ça. Puis le ton a changé. Vendredi, 19h30. Maman, il y a des voitures de police dans l'allée. Morgan, qu'est-ce que tu as fait? Vendredi, 20h. Paige, ils arrêtent papa. Ils lui ont mis les menottes. Ils l'emmènent.
Morgane. Vendredi, 20h15. Maman, message vocal, je l'ai écouté. Elle était hystérique. Morgane, ils l'ont pris. Ils disent que c'est un crime. Ils disent qu'il a volé l'argent. S'il te plaît, mon bébé, dis-leur qu'on est une famille. Dis-leur de ne pas l'emmener. Puis un SMS de l'avocat d'Henderson sur mon email, nous résilions le contrat immédiatement. Nous poursuivons votre père pour fraude et fausses déclarations. Nous demanderons des dommages et intérêts maximum. J'étais assise là, buvant un café rassis. J'ai tapé un message. Je l'ai envoyé au groupe de discussion avec maman, papa et Paige, vous avez vendu ma confiance pour 850 000 $. Vous avez falsifié mon nom. Tu m'as frappé au visage. Tu m'as dit d'obéir. Maintenant, payez l'addition. Profitez bien de la prison. Puis je les ai bloqués. Tous. Les retombées ont été nucléaires. Parce que Silas avait envoyé le document de servitude de conservation à Henderson, Apex a réalisé immédiatement qu'ils avaient été dupés. Même si la vente avait été légale, le terrain ne valait rien pour eux. Ils ne pouvaient pas construire leur complexe. Ils ont poursuivi mes parents pour fraude, rupture de contrat et dommages. Ils voulaient récupérer leurs 850 000 $, plus les frais de justice. Mais l'argent avait disparu. La banque l'avait gelé, mais les usuriers de Vegas avaient déjà mis un privilège sur les actifs de mes parents. La maison à Seattle, celle où vivaient mes parents, a fait l'objet d'une saisie. Ils ont perdu leur voiture. Ils ont perdu leur statut au country club. Ils ont perdu leurs amis. Mon père a été accusé de fraude électronique, de falsification au premier degré et d'agression. Parce que le montant dépassait une certaine limite, les fédéraux se sont saisis de l'affaire. Il a accepté un accord de plaidoyer pour éviter une peine de 10 ans, il a écopé de 3 ans dans une prison fédérale. Ma mère a été accusée de complicité, mais elle a plaidé l'ignorance. Elle a eu 5 ans de mise à l'épreuve et de travaux d'intérêt général, mais elle était démunie. Elle a dû emménager dans un studio subventionné par l'État. Pour Paige, la banque de papa était fermée pour toujours. Elle a dû prendre un job de serveuse pour payer son loyer dans un appartement en colocation. Elle a essayé de m'attaquer sur les réseaux sociaux, mais les détectives du web ont retrouvé les dossiers judiciaires. Ils ont vu la vidéo de mon père me frappant. Elle a été réduite au silence par la honte. 6 mois plus tard, en juin, je me suis garé dans l'allée de la maison sur la péninsule. La mousse était toujours sur le toit. L'air sentait toujours le sel et le cèdre. Je suis entré. C'était vide. Mes meubles n'étaient plus là, perdus dans la benne, mais la maison tenait debout. Je suis sorti sur le perron arrière. Liam était là. Il était descendu du Maine pour m'aider à réemménager. Il s'appuyait sur la rambarde, regardant l'océan. C'est une maison à rénover, a-t-il plaisanté, regardant le salon vide. C'est un foyer, les jeux corrigés. Je me suis approché de lui et j'ai pris sa main. Il l'a serré. Tu as eu des nouvelles de lui, a demandé Liam à propos de mon père. J'ai secoué la tête. Il a envoyé une lettre depuis la prison. En me rejetant la faute, disant « J'ai ruiné la famille ». C'est lui qui a ruiné la famille, a dit Liam fermement. Toi, tu as juste survécu. J'ai regardé vers le versant nord, Northridge. À travers mes jumelles, je pouvais voir du mouvement dans les hautes branches des épicéas centenaires, les guillemots marbrés. Ils nichaient. Ils étaient en sécurité. La terre était en sécurité. J'avais perdu mes parents. J'avais perdu ma sœur. J'avais perdu l'illusion d'une enfance heureuse. Mais j'avais sauvé la seule chose qui comptait. J'avais sauvé le sanctuaire. Prête à recommencer à zéro, a demandé Liam. Ouais, ai-je dit, prenant une profonde inspiration de l'air marin et pur. Je suis prête. Voilà donc mon histoire. J'ai envoyé mon propre père en prison pour sauver ma maison. Certains disent que je suis allé trop loin. Certains disent que les liens du sang sont plus forts que tout. Mais je dis que parfois, il faut couper un membre pour sauver le corps. Qu'en pensez-vous? Ai-je fait la bonne chose, ou ai-je été trop dur? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et de vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve pour la prochaine.